Merci beaucoup Aïssatou Kane et Seydina Mbaye pour ce zoom sur les collisions. Le débat se poursuit dans Confraternellement, tout de suite avec un consultant en sécurité routière, Moustapha Gueye. Bonsoir. Bonsoir, madame. Et bienvenue. Merci. Alors, en 2020, au moins 16 373 accidents de la route ont été enregistrés selon les chiffres rendus publics à l'époque. Est-ce que ça a évolué de manière positive ou négative ces 2 dernières années? Je pense que c'est négativement que les chiffres ont évolué. Parce que même le chiffre qu'on a donné, ce n'est pas un chiffre exact. Oui. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que pour les chiffres accidentologiques, il y a ce qu'on appelle le BAAC, bulletin d'analyse accidentogène. Il y a un accident, les sapeurs-pompiers, ils viennent, ils recensent le nombre de décès. Et ils remontent ces informations au niveau de l'ANSD. Et selon l'OMS, 45 jours après l'accident, tout individu qui décède de ces blessures-là, il doit être comptabilisé. Et ici, ce reporting-là n'est pas fait. Parce qu'une fois qu'on condense ces informations-là, on ne va pas retourner sur les hôpitaux pour voir si telle personne a survécu ou non. Donc ces chiffres-là, je pense qu'il faut les doubler même par 2 pour pouvoir avoir le chiffre exact. Donc ça a augmenté ces dernières années. Mais bien sûr, ça a augmenté parce que tout simplement, il y a des infrastructures nouvelles qui se sont rajoutées, mais aussi le parc aussi a augmenté. Plus on a de conducteurs, plus on a de véhicules, plus il y aura des accidents. Quelles sont les causes majeures identifiées? Ici au Sénégal, Oui. l'indiscipline est à 90% des causes d'accidents. L'indiscipline des usagers de la route. Les 10% restants, c'est dû à l'ignorance. Parce qu'on a 3 types de conducteurs au Sénégalais. Il y a le conducteur qui maîtrise son code de la route, qui l'applique, celui qui le maîtrise, qui ne l'applique pas, et celui qui ne maîtrise absolument rien du tout. Parce qu'il y a des conducteurs qui n'ont ni été formés et dont on ne sait même pas où est-ce qu'ils sont passés pour avoir leur permis de conduire. Et le code de la route, c'est le seul langage qu'on peut utiliser sur la route. Une fois que vous êtes dans votre véhicule, le seul élément que vous avez, c'est la signalisation. Oui. Si vous ne savez pas décortiquer ces messages de la signalisation, vous ne pouvez pas cohabiter. C'est comme si dans ce plateau-là, vous voulez parler mandingue et moi wolof. Cette discussion, c'est difficile. C'est la même chose sur la route. Les gens ne maîtrisent pas le code de la route. Il y a une indiscipline croissante, mais aussi le plus important, c'est l'absence de sanctions adéquates. Oui. Parce que dans les pays où la sécurité routière s'est installée, il faut comprendre que les sanctions sont tellement lourdes que le conducteur a toujours la peur au ventre quand il conduit. Vous allez dans un pays européen, sur les autoroutes, vous vous rendez compte qu'à chaque fois, à l'approche d'un radar, vous voyez le visage des conducteurs, ils sont dans la peur. Oui. Parce qu'ils savent ce qu'ils endurent, ce qu'ils peuvent encourir en faisant des excès de vitesse et consorts. Ici au Sénégal, vous faites n'importe quoi, vous êtes sûr de 2 choses. Vous rentrez chez vous et vous avez votre permis avec vous. On va revenir sur tout ça dans quelques instants. Maintenant, on va s'arrêter sur le facteur humain. Vous l'avez mentionné tout à l'heure. On a remarqué en fait des courses-poursuites, l'excès de vitesse ou encore la surcharge. Ça semble tellement banalisé, on a l'impression que personne n'est interpellé. Oui, parce qu'en fait, quand vous faites une chose qui est tellement grave et que vous vous en sortez, il n'y a pas de souci. Les autres sont tentés de le faire. Par contre, si vous faites une chose et que vous êtes lourdement sanctionné, mais ça va passer l'envie à tous ceux qui voudraient le faire de ne pas le faire. Parce que je vous dis tout à l'heure, il y a un expert qui a dit que la responsabilité humaine à 90%. Moi, je pense même que c'est à 100%. Parce qu'on dit 90% l'humain, 7% la voiture, 3% la route. Mais la voiture, elle est conduite par une personne. La route, elle a été faite par une personne. Donc, l'humain retourne au centre de tout cela. Je pense que les actes qu'on est en train de voir sur nos routes qui ne sont pas sanctionnés... C'est quand même très dangereux ces courses-poursuites. Ça conduit souvent à des catastrophes. Moi, j'ai été en Allemagne, là où on fabrique les véhicules allemands, Mercedes, BMW et Audi. J'assistais à une conférence. Le constructeur a dit que ce véhicule-là, c'est un moyen de locomotion. Mais arrivé à 90 km/h, c'est une machine à tuer. C'est ce qu'il a dit. Et c'est lui qui a donné la conception pour concevoir ces véhicules-là. Il nous dit que ce véhicule-là, dépasser les 90 km/h, ça devient une machine à tuer. Donc quand le constructeur vous dit cela, cela veut dire qu'il a conscience de l'instrument qu'il a mis à votre disposition. Et ces véhicules sont surchargés. Mais justement, et c'est ça le drame, ici vous voyez que tous les véhicules... Et ce qui est plus déplorable, c'est que ce sont les autorités qui votent les lois. Moi j'étais à l'Assemblée nationale au mois de juillet, quand on votait la loi sur le code de la route. Une loi qui a été votée à l'unanimité. Et j'ai vu ces mêmes députés-là qui repartent en campagne électorale, qui sont dans des véhicules à surcharge. Donc vous voyez ce paradoxe. Et pourtant, dans l'exposé des motifs, tout a été dit. Il faut éviter la surcharge, il faut éviter l'alcool au volant, il faut éviter le téléphone au volant. Mais tout ça, on les voit dans les caravanes de ces politiciens-là. Parce que tout simplement, en période de campagne, tout est permis. Quand il y a un match de foot ou bien un combat de lutte, tout est permis. Et lorsqu'un véhicule est en surcharge, il y a 2 dangers. La première est que le conducteur n'est plus maître de son véhicule. Mais la deuxième chose est que l'assurance dégage sa responsabilité.
En cas d'accident, si le constat établit que ce véhicule qui devait faire 5 personnes se retrouve avec 8 personnes, mais l'assurance dégage sa responsabilité. Personne ne sera pris en charge par cette assurance-là. En tout cas, s'il le désire, il peut dire que je ne vais dédommager personne parce que ce véhicule-là ne répondait pas aux normes. Et même pour la visite technique. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'on est dans un pays où on peut tricher jusqu'à avoir sa visite technique sans que rien ne se passe. Et son permis de conduire. Justement, la problématique de l'examen du permis de conduire. Pourquoi ce manque de rigueur? Mais parce que je me rends compte que ces autorités, peut-être qu'ils sont en train de s'éveiller, parce que nouvellement le Sénégal s'est doté d'une nouvelle agence, l'ANASER, qui va coordonner toutes les actions de la sécurité routière. Et sur la nouvelle loi, peut-être qu'on va réformer l'examen du permis de conduire. Parce que pour moi, c'est trop peu de pouvoir passer son permis de conduire et l'obtenir dans un délai très court d'1 mois. Absolument. Apprendre le code de la route et assimiler la conduite et avoir son permis de conduire. Pour moi, il faut que l'on réforme cet examen du permis de conduire, mais aussi les formateurs. Oui. Si vous allez dans les auto-écoles, c'est ce qui forme. Parce que vous, en tant que journaliste, vous allez le faire former au CESTI ou bien dans d'autres structures. Mais quelqu'un qui veut devenir moniteur d'auto-école, où est-ce qu'il se fait former? Sur le tas. Il n'y a aucun centre dédié à la formation. La question aussi, c'est qui forme? Ces gens qui forment n'ont aucun centre de formation. Comment se fait-il que quelqu'un qui veut devenir formateur, n'a pas de centre dédié pour faire sa formation, pour pouvoir former? Un enseignant, il va à l'école normale. On lui apprend comment devenir enseignant. On lui apprend la pédagogie, l'andragogie, comment enseigner. Quelqu'un qui veut devenir moniteur, il va dans une autre école, il se fait former sur le tas, ensuite il se retrouve à être moniteur, à enseigner. Mais on peut être bien formé, mais après, dans la pratique, on se rend compte en fait que ce code de la route est illusoire. Tout réside dans le législateur. Parce que moi, je pense que quand une loi est là, elle doit s'appliquer dans toute sa rigueur et à tout le monde. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au Sénégal, on est dans un pays où on se permet de violer la loi devant tout le monde et que personne ne dit rien. À chaque fois, vous voyez des véhicules en surcharge, des véhicules en surnombre de passagers et qui passent comme lettre à la poste. Tout ça, c'est des problèmes. Donc, pour pouvoir régler la sécurité routière, il va falloir que l'on fasse table rase sur tous nos comportements. Et que le plus important, que l'on se concentre maintenant sur l'usager et pas seulement sur le conducteur. Parce que depuis longtemps, on ne parlait que du conducteur. Exactement. Et quand on élabore le concept du conducteur, on ne parle que du code de la route. Maintenant, pour pouvoir parler sécurité routière, il va falloir que l'on se concentre sur l'usager, le piéton, celui qui vend sur la route, le passager. Tout individu qui sort de chez soi est usager de la route. Donc cette formation est aussi valable pour les Sénégalais, mais pour les usagers. La sécurité routière doit être une matière de base à l'école primaire. Une fois à l'école primaire et dans les daara, on vous enseigne comment marcher sur la route, comment déceler un danger, comment traverser, ce qui est un principal problème. Le passage piéton, comment respecter ça. Tout ça, c'est des choses. Et les passerelles aussi. Exact. La vétusté du parc automobile, depuis le temps qu'on en parle, à quand la réforme selon vous? Moi, je pense que le parc n'est pas si vétuste que ça. Parce que les véhicules vétustes... Non, en fait, il faut savoir catégoriser aussi le parc. Il y a ce qu'on appelle le pool TPV, le pool transport public de voyageurs. C'est là-bas qu'on peut constater la vétusté. Mais si c'est le transport particulier et personnel, vous n'avez pas une vieille gambarde, ça, j'en suis sûr. On peut dire que les Sénégalais ont fait un effort d'acheter... Parce que, on parle des transports en commun. Oui, les transports en commun, tout le monde peut être d'accord que le parc est très vétuste. Oui. Parce qu'en 2004, quand on nous avait vendu le projet Tata, c'était pour venir remplacer les cars rapides et Ndiaga qui sont toujours là. Mais ils sont venus renforcer les cars rapides et Ndiaga. Et ils se sont vraiment substitués à ce que faisaient les cars rapides et Ndiaga et ils l'ont fait de la pire manière même. C'est pour ça que je me suis dit que ce projet de renforcement-là, l'idée était bonne, mais la façon dont on a utilisé n'est pas la bonne. Mais sur le long terme, c'était d'arriver à un stade où ces bus Tata remplacent définitivement les cars rapides et les Ndiaga. Tout à fait, parce que quand vous allez sur les normes de transport, les normes des Nations Unies, on vous dit qu'un véhicule de transport, son âge ne doit pas dépasser 15 ans. De la fabrication jusqu'à la fin de son exploitation. Tous ces véhicules qui circulent ont plus de 15 ans. Et ça, l'État en est conscient. Oui. Et moi, je pense que les opérateurs à eux seuls ne pourront pas y arriver. Il faudrait que l'État qui est arbitre aussi, il mette la main à la pâte, essaye de voir comment s'organiser avec les opérateurs économiques pour que la mutation se fasse, pour que le changement de parc, pas le renforcement, parce que jusqu'à présent, c'est un renforcement. Mais ces changements sont aussi dans un état de vétusté. Mais justement, parce que tout simplement, la demande est 10 fois supérieure à l'offre. Parce que si vous voyez bien, les Tata sont bien remplis, les Ndiaga Ndiaye, les cars rapides, Dakar Dem Dikk, tout le monde est rempli. Mais si vous voyez dans les arrêts aussi, il y a une foule immense qui est là en train d'attendre. Ça veut dire que tous ces bus-là qui vont passer seront à surcharge. Et un véhicule, il a été construit avec des normes techniques. Si on dit que ce véhicule doit prendre 30 personnes assises et 10 personnes debout, c'est parce que ça a été calculé à la base.
c'est ce poids-là que le châssis peut contenir. Si vous en faites plus, mais sa durée de vie sera réduite. C'est comme une personne. Si on vous dit que pour vivre longtemps, il faut avoir une hygiène de vie et que vous faites tout et n'importe quoi de votre vie, vous mangez n'importe quoi, vous ne dormez pas, mais à la longue, vous allez dépérir sur le long terme. Une voiture, c'est comme ça. Ces bus-là ne peuvent pas avoir une longévité parce que tout simplement, la charge qui est mise à leur disposition, ils ne peuvent pas le supporter en termes de rotation, mais aussi en termes de personnes. Parce qu'un bus qui doit faire 10 rotations, qui vous fait 30 rotations par jour, un bus qui doit prendre 30 personnes, qui prend 60 personnes, ça c'est de l'indiscipline. Et ça, je pense que, et là, ce n'est même pas le code de la route, parce qu'il y a des parties où c'est le code pénal qui intervient. Parce que là, c'est l'article 307 bis du code pénal qui doit s'appliquer, parce que c'est un délit de mise en danger de la vie d'autrui. Et on a vu des images à l'appui des gens qui font ça. Mais arrivé au tribunal, vous avez des peines de 6 mois avec sursis, donc 3 mois avec sursis. Ça, c'est du n'importe quoi pour moi. La législation doit être forte dans ce sens. Parce que quelqu'un qui menace la vie des autres usagers, mais il doit payer très, très, très fort. Et cette peine-là doit passer l'envie à tout individu qui voudrait jouer à cela. Mais on voit à chaque fois des véhicules de transport en commun plein dedans, avec des clients plein dedans qui se font la course et après ils en résultent des accidents, mais il n'y a pas de responsable. Les autorités ils sortent pour annoncer une série de mesures qu'on ne verra jamais et on attendra. Et justement, à quoi servent ces mesures qui sont prises, les initiatives allant dans le sens peut-être de sensibiliser sur la sécurité routière? Ça sert à quoi? Moi je pense que ces mesures-là, normalement, s'ils avaient un impact, les accidents allaient diminuer. Parce que quand vous prenez des initiatives pour réduire les accidents, au bout d'une certaine période, vous faites une évaluation, vous devez vous rendre compte que les chiffres que vous avez ont été réduits de sa moitié. Mais ce n'est pas le cas. À chaque fin d'année, on vous dit que les accidents varient entre 650, 700, 800, et ça va même au-delà. À quand la réduction de sa moitié? Je pense qu'avec l'installation de cette nouvelle agence, l'ANASER, qui va coordonner les actions, je pense qu'on aura un début de solution. Parce que maintenant, cette agence-là est là pour coordonner toutes les actions, tous les parties prenantes de la sécurité routière. Mais aussi avec l'implication des acteurs du transport. Parce que le principal problème, c'est ça. On est dans un pays où les acteurs du transport ont une forte responsabilité dans ce qui se passe. Les accidents, à savoir l'opérationnalité et tout ça. Mais on a l'impression aussi que les autorités, souvent, ils les caressent dans le sens du poil. Pour qu'on puisse trouver des solutions, il faudra que ça fasse mal à tout le monde et qu'on comprenne qu'il s'agit des pertes en vie humaine. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Voilà, justement. Merci beaucoup, en tout cas, Moussa Bagué. Merci de nous avoir éclairés. Je rappelle que vous êtes consultant en sécurité routière. On enchaîne tout de suite avec Point Écho. Alors, on parle des droits de retransmission de la Coupe du Monde de Qatar 2022 qui sont une aubaine pour les médias.